Excité comme un électron qui vient d'avaler un photon, ça faisait un moment que je voulais aborder ce thème dans mes vidéos, la luminescence. Après quelques semaines de recherche, j'ai fini par collecter des tas d'histoires et d'anecdotes qui touchent le domaine de la mécanique quantique, de la biologie, de l'environnement, de la santé, du droit social et à celui de l'horlogerie bien sûr. Tout cela vaut le détour, vous pouvez me croire. En tous les cas, c'est du lourd et comme il y a pas mal d'informations à traiter, je vais donc vous présenter ce dossier en deux parties. La première partie de ce dossier va s'intéresser aux différents phénomènes de luminescence et vous expliquer en très gros comment tout ça fonctionne. On y parlera bien sûr des différentes applications quand il y a lieu au domaine horloger. La seconde partie, qui sera publiée, elle, dans une semaine ou deux, se consacrera à l'adoption de l'une ou l'autre de ces matières luminescentes dans le secteur de l'horlogerie et de leurs conséquences sur celles et ceux qui manipulent ces matières et les consommateurs. Ce que vous allez découvrir dans la première partie de ce dossier, c'est comment et quand on a découvert la luminescence, les différents types de luminescence naturelle ou artificielle, radioactive et non radioactive qui existent, et on parlera ici bien sûr de radium, de tritium, de sulfure de zinc et d'autres matières encore, comment la science explique ce phénomène, et bien sûr comment on applique tout ça au domaine horloger. C'est tout de suite sur Chronoflexion. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous plaît, et de la partager avec votre communauté. La luminescence, c'est la propriété d'un objet ou d'une matière de briller dans le noir, à la manière de ces statuettes de Sainte Vierge vendues notamment aux alentours des sites religieux ou sur Amazon, de ces étoiles que l'on colle dans les chambres d'enfants ou d'adultes nostalgiques, de ces bâtons lumineux, de ces peintures psychédéliques, de ces rubans adhésifs de sécurité ou encore du postérieur d'une luciole. Ah, et bien sûr, de ces montres qui brillent dans l'obscurité. Le terme de luminescence a été inventé par le physicien allemand Erhard Wiedemann en 1888 à partir du mot latin lumen, qui signifie lumière. La luminescence ou photoluminescence désigne le phénomène par lequel une matière émet de la lumière après absorption d'une source d'énergie, et ceci est dû à un phénomène physique maintenant bien connu appelé le piégeage des électrons. La luminescence se caractérise par l'émission d'une lumière dite froide, par opposition à l'incandescence qui est dite chaude. Dans une ampoule à incandescence, l'électricité produit de la chaleur et c'est le rayonnement thermique qui produit alors de la lumière. Dans le cas de la luminescence, la lumière qui est émise résulte d'interactions entre particules électriquement chargées. En gros, on excite des électrons en les exposant à une source d'énergie. Ces électrons vont s'élever à un plus haut degré d'énergie et se mettent à émettre des photons, donc de la lumière. L'énergie initialement fournie peut être de différentes natures. Elle peut être chimique, elle peut être organique, radioactive, électrique ou simplement lumineuse. On distingue différents types de luminescence selon le mode d'excitation initiale et on va tous les passer en revue. Si. Et même les deux premiers qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui peut être utilisé en horlogerie, en tous les cas à l'heure actuelle. Ça va vous distraire et vous faire voyager un petit peu. On commence donc avec la chimioluminescence. Dans ce cas, l'excitation des particules est induite par une réaction chimique. Elle est utilisée par exemple dans les bâtons lumineux. Ces bâtons contiennent un liquide, un dérivé du diphényloxalate et un colorant fluorescent. Ils contiennent également un second tube, plus étroit, en verre fin et cassable, rempli d'eau oxygénée ou peroxyde d'oxygène. Et c'est lorsque l'on va plier le grand tube en plastique que le petit tube en verre à l'intérieur va se casser et libérer le liquide qui se mélange au premier. C'est la réaction chimique entre les deux substances qui va produire une lumière sur toute la longueur du tube et ils peuvent briller de 30 minutes à 12 heures. On a ensuite la bioluminescence qui est une réaction enzymatique utilisée par exemple par les lucioles mais aussi par les méduses, les champignons tels que l'Omphalotus nidiformis ou Ghost fungus que vous pourrez à loisir cultiver chez vous. La prochaine fois que vous irez sur Etsy, n'oubliez pas d'en commander quelques-uns. Ça épatera vos invités qui trouveront ça beaucoup plus extraordinaire à mon avis que la Pagani Design que vous aurez également acheté sur Etsy. Petit coquin. Et j'aimerais encore citer comme exemple le phytoplancton bioluminescent à l'origine de ces bords de plage photoluminescents idéal pour les accros aux sessions de surf nocturne. Le phytoplancton bioluminescent est principalement composé de dinoflagellés photosynthétiques tels que les Noctiluca scintillants et les genres Goniolax et Lingulodium. J'espère que vous retenez tout ça, il y aura un test de connaissance à la fin de cette vidéo. Comment ça marche? En fait, il s'agit d'un processus qui amène l'oxydation de la luciférine par la luciférase, qui est une enzyme. La luciférine est une molécule qui a été découverte chez plus de 300 espèces capables de bioluminescence.
dont les lucioles, les vers luisants, les champignons précités. Et cette interaction entre la luciférine et la luciférase produit une énergie qui libère des photons. En très gros, c'est de l'énergie chimique qui est transformée en énergie lumineuse. Vous pourrez observer ce phénomène extraordinaire de plancton bioluminescent, notamment à l'île de Vieques, à Porto Rico, à San Diego en Californie, à Koh Rang au Cambodge ou encore à Krabi en Thaïlande. Ces destinations sont définitivement sur ma liste des prochains voyages à faire. Et j'ai très hâte de comparer ce phénomène au Lumibright de ma tuna Blue Butterfly Fish. On a enfin, je dis enfin parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant pour le secteur horloger, la radioluminescence. La radioluminescence, c'est l'excitation des électrons à la suite d'une irradiation par rayon X ou rayonnement alpha, bêta, gamma. Et la luminescence est alors produite par la désintégration radioactive d'un corps. Le radium, découvert par Pierre et Marie Curie en 1898, est la première matière radioactive à être utilisée pour faire briller marqueurs et aiguilles des montres. Il faut savoir que le radium parvient à briller par lui-même en excitant les particules d'hydrogène contenues dans l'air, mais l'intensité lumineuse est très faible. Pour lui donner un peu plus de peps, il s'agit de combiner avec une matière phosphorescente composée de sulfure de zinc en général. On va le voir tout à l'heure, le sulfure de zinc peut émettre des photons assez intensément après avoir été exposé à la lumière, mais cette émission lumineuse ne dure pas vraiment longtemps. Donc radium et sulfure de zinc, c'est le mariage idéal pour délivrer une belle intensité lumineuse aux nuances bleutées sur une longue durée. Car en effet, le radium va induire un état d'excitation permanent des électrons de sulfure de zinc qui vont donc émettre de la lumière sans avoir besoin d'avoir été exposés à une source lumineuse au préalable. Et cette luminescence va durer sur toute la période radioactive du radium, à savoir plus de 1600 années. Mais il faut savoir qu'entre-temps, de quelques années à plusieurs décennies, le radium aura grignoté tout le sulfure de zinc et que donc il n'y aura plus de luminescence alors qu'il y aura toujours du radium sur les aiguilles et le cadran et donc de la radioactivité. Ce qui pose bien entendu un petit problème de radioactivité persistante sur certaines montres vintage. Alors certes, les quantités de radium utilisées dans ces peintures luminescentes sont infimes et le boîtier de la montre protège quelque peu des rayonnements radioactifs. Mais la peinture luminescente a pu s'écailler et former une fine poussière qui s'échappe du boîtier. On reviendra sur ce point fondamental pour les collectionneurs dans la seconde partie de ce dossier. Sachez simplement pour le moment que la peinture à base de radium luminescent a été définitivement abandonnée en 1969, notamment en raison du danger que posait le rayonnement pour celles qui travaillaient à la fabrication des cadrans, les fameuses Radium Girls, mais aussi en raison de son taux de radioactivité dans le cadran des montres. On a donc remplacé le radium par du prométhium et du tritium, également radioactifs, mais davantage maîtrisés et beaucoup moins dangereux, car ils n'émettent que des rayonnements bêta envers lesquels il est plus facile de se prémunir, par opposition aux rayonnements gamma, plus dangereux, émis par le radium. Les peintures luminescentes à base de ces composés radioactifs fonctionnent exactement de la même manière qu'avec le radium, c'est-à-dire l'induction d'un état d'excitation permanent des particules de sulfure de zinc. Le problème du prométhium, c'est qu'il n'est actif que sur une très courte durée, 2 ans et demi. Il fut donc entièrement abandonné au bénéfice du tritium, qui, lui, reste actif sur une douzaine d'années. C'est un peu plus long, mais cela veut dire qu'au bout de 12 ans, il fallait quand même repeindre les aiguilles et le cadran pour qu'il soit de nouveau luminescent. A noter que le tritium émet une couleur plus verte que le radium. Depuis la norme ISO 3157 de 1975, révisée en 1991, les montres suisses contenant une certaine quantité de tritium, qui émet moins de 277 mégabecquerels ou 7,5 millicuries, indiquent un petit T de part et d'autre du label Swissmate. On va également retrouver l'indication Suisse T inférieure 25 ou T25, qui va signifier que la montre contient une quantité de tritium qui émet moins de 925 mégabecquerels, ce qui correspond à 25 millicuries. Certaines montres militaires qui en contenaient arboraient un T entouré d'un cercle proche du centre du cadran. On retrouve ce fameux T encerclé sur certaines Submariner Milsub 5517-5513 et les Omega Seamaster 165024 produites pour l'armée britannique. Je vous renvoie pour cela à notre épisode sur la Squale 1545 Atmos 20 militaire. L'utilisation du tritium a parfois été signalée par les symboles 3H ou H3 qui renvoient à sa structure élémentaire, 2 neutrons, 1 proton. Et on va retrouver le symbole 3H par exemple sur les montres militaires allemandes dans les années 70 telles que les chronographes Heuerbund ou les Blancpain 50 Fathoms. Pour savoir si votre montre vintage a conservé sa peinture au tritium d'origine, ce qui lui confère normalement davantage de valeur, c'est très simple. Si elle brille la nuit, c'est qu'elle a été repeinte. Parce qu'il est impossible qu'une montre des années 70-80 puisse encore émettre un rayonnement lumineux la nuit sans avoir été repeinte, en général avec du luminova ou du superluminova. La durée d'activité du tritium, je le rappelle, n'étant que de 12 années.
Il n'en demeure pas moins que le tritium est radioactif. Ce faisant, même si le risque était très minime, il représentait un danger pour la santé et il a fallu trouver de nouveau une alternative moins dangereuse. On va y venir dans quelques instants, mais parlons tout d'abord de l'électroluminescence. L'électroluminescence, c'est la conversion de l'électricité directement en lumière. On va retrouver ce phénomène par exemple dans les tubes fluorescents, les LED, nos écrans de télé, nos PC, nos téléphones, des smartwatches et dans le fameux Indiglo de Timex. Quelle différence avec les lampes incandescentes? Dans une ampoule à incandescence, l'électricité produit de la chaleur et la chaleur produit de la lumière. L'électroluminescence est beaucoup plus efficace car elle convertit directement l'électricité en lumière. C'est pour cela que le tube fluorescent consomme moins d'électricité qu'une ampoule à incandescence, il a moins de déperdition d'énergie pour produire la même intensité lumineuse. Les lampes fluorescentes, improprement appelées néons, contiennent du mercure à l'état gazeux, dont les atomes sont ionisés sous l'effet d'un courant électrique appliqué entre les deux électrodes placées à chaque extrémité du tube. Ils émettent alors par luminescence un rayonnement essentiellement ultraviolet qui est ensuite converti en lumière visible par la poudre fluorescente qui est déposée sur les parois du tube. Et si vous voyez écrit radium sur certains tubes néons, ce n'est bien sûr pas parce qu'ils fonctionnent avec cette substance radioactive, il s'agit simplement d'une marque commerciale. Dans le cas du système Indiglo, un panneau très fin utilise une haute tension pour dynamiser les atomes de phosphore qui produisent de la lumière. Timex a introduit sa technologie Indiglo en 1992 dans leur collection Ironman jusqu'à l'étendre à 70% de toute leur collection. 3 ans plus tard, Casio a également introduit sa version d'électroluminescence, c'était en 1995. Mais cette technologie de luminescence nécessite, vous l'avez compris, une source d'alimentation électrique et elle n'est donc pas exploitable pour les montres mécaniques. Enfin, on a les colorants fluorescents et les azurants optiques qui, lorsqu'ils sont exposés à une haute énergie photonique, à une lumière intense en somme, ils émettent en retour une faible énergie photonique. Dans le cas de la fluorescence, on a tous en tête le fameux exemple des marqueurs fluo tels que les Stabilo Boss. Stabilo, tchac, Stabilo, tchac. On parle ici de photoluminescence rapide, de 10 puissance moins 9 à 10 puissance moins 6 secondes pour la majorité des molécules organiques, car les électrons cessent d'émettre des photons dès que la source d'énergie disparaît. Dès lors que l'on coupe la source d'énergie qui excite les molécules, l'émission lumineuse cesse immédiatement. Mais il s'agit toujours bien d'une forme de luminescence. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le cas de la phosphorescence. Avec la phosphorescence, les électrons continuent à émettre des photons après que l'on ait retiré la source d'énergie. Mais la lumière émise va diminuer progressivement sur la durée. On parle ici de photoluminescence lente, c'est ce fameux phénomène que l'on voit à l'œuvre sur la plupart des montres mécaniques luminescentes aujourd'hui. La photoluminescence est connue depuis le Xe siècle en Chine et au Japon. Sous la dynastie Song, les écrits d'un moine font référence à un tableau montrant, selon qu'on l'observe au jour ou dans l'obscurité, une vache paître à l'extérieur ou à l'intérieur d'un enclos. L'encre visible de nuit aurait été de la poudre de coquillage contenant du zinc et du cuivre mêlée à de la roche volcanique écrasée qui contient du soufre. Mais il faudra attendre 1669 pour que l'alchimiste Henning Brand de Hambourg découvre le phosphore et ses incroyables propriétés photoluminescentes. Il a mené ses expériences avec de l'urine humaine, supposant qu'elle contenait des particules d'or en raison de sa couleur jaune. Vous connaissez l'attrait des alchimistes pour l'or. Il attendit que l'urine se dépose dans les barils, puis l'évapora, distilla le liquide, et en combinant cette substance avec du sable et du charbon sans air, il reçut une sorte de poussière blanche qui avait la propriété de briller dans l'obscurité. Il lui donna le nom de phosphorus, du grec phos, lumière, et phoros, porteur. On sait aujourd'hui que c'est l'entretien de la réaction chimioluminescente d'oxydation du phosphore qui induit une luminescence prolongée et non le phosphore lui-même. Et donc, par extension, on va appeler toute matière phosphorescente un phosphore. En 1768, John Compton obtient un matériau phosphorescent à partir de coquilles d'huîtres et de soufre. Et en 1866, le chimiste français Théodore Sido observa la phosphorescence d'un cristal de sulfure de zinc qui a été préparé par sublimation et contenant une faible quantité de cuivre en impureté. La phosphorescence obtenue par ces composés est restée très longtemps un phénomène marginal du fait de ses piètres performances. Il faudra attendre 1993 et la découverte du luminophore fabriqué avec des pigments à base d'aluminate de strontium par la société japonaise Nemoto pour susciter un très fort intérêt industriel autour de l'usage de matières luminescentes non radioactives. Le strontium ne date pourtant pas d'hier. Cet élément a été découvert par Adair Crawford en 1794 et il porte le nom du site duquel il a été extrait, Strontiane, une mine de plomb située en Écosse. Grâce à Nemoto, on dispose maintenant de supports émettant pendant plusieurs heures
résistant chimiquement et offrant une large gamme de couleurs. Depuis, chaque objet, peinture, plastique, bande qui brille la nuit est fabriqué avec des pigments à base d'aluminate de strontium. Aujourd'hui, on trouve assez facilement de la poudre d'aluminate de strontium dans le commerce. Vous en trouverez sur Alibaba par exemple. Pour les applications en tant que luminophore, l'aluminate de strontium est dopé avec les éléments des lanthanides comme l'europium et le dysprosium qui font partie des terres rares. Ces peintures ont une rémanence et une luminosité beaucoup plus élevées que le sulfure de zinc. Elles se sont ainsi imposées comme une alternative très honorable au tritium et constituent aujourd'hui la norme dans le secteur de l'horlogerie, mais dans bien d'autres aussi. On pourrait encore citer la cristalloluminescence, qui est l'excitation à la suite d'une modification structurale cristalline, la thermoluminescence, qui est très utile dans la datation archéologique d'objets, mais on va s'arrêter là pour éviter une liste à la Prévert sans fin et un peu inutile dans le cadre de ce dossier. Dossier qui s'arrête ici pour sa première partie, et je vous donne rendez-vous pour la suite des événements où l'on fera un plus large focus sur l'application de ces matériaux luminescents dans le secteur de l'horlogerie. Ce sera très prochainement sur Chronoflexion. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner. Au passage, je remercie celles et ceux qui m'ont permis d'en savoir davantage sur ce thème. Frédéric Clabaud, dont j'ai parcouru la thèse de doctorat sur la photoluminescence, de Watch Chronicler, un YouTuber basé en Grande-Bretagne qui a fait une super vidéo sur la luminescence, Marion Daval pour son mémoire sur la radioactivité dans les objets patrimoniaux, Kate Moore pour son ouvrage sur les Radium Girls, et encore Olivier Muller, Gray Van Dyck, Sébastien Billard, Fred Chrono et le site Keep the Time pour leurs articles éminemment intéressants sur la question. À très bientôt.